Merci à toutes et à tous ceux qui se sont déplacés pour cette petite table ronde, à la fois en présentiel et puis en ligne, parce qu'on a aussi quelques personnes en ligne. Donc cette table ronde intitulée Rurapolis reprend le projet d'investigation que je développe actuellement dans le cadre de mon doctorat par le projet au laboratoire de recherche de l'ENSA Versailles. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de présenter, de commenter certaines thématiques clés de ce projet de recherche en présence de 5 intervenants dont j'admire beaucoup le travail. Donc déjà Luciano Aletta, qui est doctorant au LEAV comme moi, Charlotte Lovera de l'atelier Aino de Marseille, et Joar Cabo de Villa, qui vient exprès d'Espagne pour cette présentation, ainsi que Francesco Carreri, qui est présent avec nous en ligne et donc qui fera une courte présentation aussi de son travail. Francesco Carreri, qui est de l'Université Roma Tre et cofondateur du collectif Stalker. Et enfin, Suzanne Stelcher, qui est présente aussi ici, qui est ma directrice de thèse au LEAV et qui modérera avec moi la discussion qui suivra les présentations courtes du travail de chaque intervenant. Je vais déjà présenter de manière succincte mon travail, donc l'ébauche de projet de la Rurapolis. Donc, ce projet de Rurapolis porte sur les potentialités des ruines rurales pour un futur développement territorial sur un territoire transfrontalier qui englobe la Navarre en Espagne et les Pyrénées-Atlantiques en France. Pampelune est la capitale de la Navarre, donc où je suis basée actuellement pour ma recherche et où je collabore régulièrement depuis quelques années avec Auricari Studio. Cette petite métropole qu'on voit ici, dont on voit ici les limites sur cette image, concentre à elle seule 50% de la population de la région et se trouve de plus en constante croissance démographique et géographique. C'est un phénomène que nous connaissons tous bien ici en Europe. Ah, je dois admettre d'autres personnes en plus. Voilà, oui. Donc c'est un phénomène que nous connaissons tous bien ici en Europe, ce phénomène de l'exode rural qui a mené à un accroissement urbain et qui se développe sur diverses parties du territoire. Cet accroissement urbain, donc accéléré par l'exode rural, a façonné une grande partie de ce territoire. Et en Navarre, ce glissement progressif du rural vers l'urbain est particulièrement exacerbé. On y comptabilise en effet un total de plus d'une centaine de villages abandonnés, avec une concentration à l'est de Pampelune d'une trentaine de villages abandonnés. Et parallèlement, on observe un contre-phénomène qu'on pourrait qualifier, dans la continuité de ce qu'on pourrait qualifier de néoruralisme, un terme qui est apparu vers les années 80, et qui interroge aujourd'hui une large partie de la société avec la menace du changement climatique et également toutes les questions liées à la crise sanitaire et ce désir d'un retour vers la nature. Entre 1981 et 2020, ce qu'on peut voir sur cette carte, 26 nucléos ruraux abandonnés ont été progressivement réactivés et repeuplés, dans la plupart des cas par une réappropriation communautaire, avec l'accord ou non des autorités locales. Un ouvrage publié en 2016 a suscité beaucoup de débats en Espagne et entériné un terme qui est aujourd'hui couramment usité dans le débat public en Espagne, ce terme de la España vacía, donc littéralement l'Espagne vide, un ouvrage publié par le journaliste Sergio del Molino qui met en lumière un territoire à deux vitesses, où on a d'un côté une Espagne européenne et urbaine, donc très européanisée et très urbaine, et de l'autre une Espagne dépeuplée, résultat entre autres de décisions à la fois politiques et infrastructurelles qui n'ont cessé d'accentuer et de creuser ce gouffre entre deux réalités très différentes et très contrastées. Mais maintenant, si on essaye de sortir de la dialectique qui place toujours en opposition le rural et l'urbain, qu'est-ce qui se passerait si on essayait de réfléchir en tant qu'architecte, en tant qu'urbaniste, à une proposition d'aménagement territorial alternative, c'est-à-dire qui ne se développe plus forcément à partir des mêmes noyaux historiques urbains, sans cesse croissants, qui vont multiplier les périphéries à l'infini sur le territoire. Et il me semble particulièrement intéressant d'étudier ce phénomène dans un projet de recherche, de doctorat par le projet, en Espagne, car comme on peut voir sur cette carte qui montre la densité de population en Europe, il est particulièrement radical sur le territoire espagnol. On peut voir
dans les paysages, dans les territoires ruraux, une densité de population qui équivaut presque à celui de la Laponie finlandaise, tout au nord de l'Europe, et des territoires assez denses des grandes villes espagnoles comme Madrid ou Barcelone. Et si la personne qui parle sur Zoom peut couper son micro, ce serait parfait. Ah oui. Voilà. Donc si on part du principe que les villes, à l'échelle planétaire et à l'échelle européenne plus précisément, sont amenées à croître encore et encore, et à grignoter progressivement ce territoire qui les entoure, avec une étude, par exemple, donc, que j'ai évoquée ce matin, une étude de 2020 qui prédit une multiplication par 6 de l'espace urbain d'ici 2100, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à un autre modèle de ville qui soit plus adapté aux contingences climatiques et sociales actuelles et futures? Donc, comme on peut voir sur ces images, des exemples de planification urbaine telles qu'elles sont pratiquées actuellement, donc là dans le contexte espagnol, et de voir si on ne pourrait pas réfléchir à un autre modèle de planification qui puisse accompagner une transformation progressive du territoire, répondant à la fois à des besoins de densification, mais également aux contingences climatiques actuelles et futures. Donc dans la continuité ou opposée, selon le point de vue duquel on se place à la métropole, on a cette idée de la rurapole, c'est-à-dire le conglomérat de villages abandonnés, repérés comme potentialité sur le territoire, formulé ici en tant qu'hypothèse de projet, qui viendrait se greffer à cette ville diffuse et aux noyaux ruraux vivants et existants sur le territoire. Donc elle vient former une couche, une strate supplémentaire, encore invisible à l'œil nu, qui a été complètement oubliée sur ce territoire, et offre une autre forme de croissance possible, post-urbaine, plus organique et plus à même de s'ancrer sur le territoire sans mettre à mal ses ressources. Donc la méthodologie d'analyse employée se base sur une exploration poussée du territoire, suburbain et rural, au travers notamment de la déambulation, donc c'est-à-dire la prospection comme approche sensible, génératrice d'une cartographie alternative et au plus près du sol. Ces villages abandonnés, réactivés dans un scénario de réhabilitation à l'échelle territoriale, sont le point d'ancrage de la rurapolis, donc cette cité formée de nucléus ruraux en réseau. Afin de rendre visible cette connexion sur le territoire, et parce que la réactivation de ces villages abandonnés ne suppose pas seulement une réflexion autour de la réhabilitation de ces bâtis en ruine, mais également une réflexion autour d'un bâti qui puisse se greffer, se connecter et s'étendre sur les territoires en partant de l'existant. Donc pour cela est engagée une réflexion autour de matériaux vernaculaires, donc la pierre, le bois, qui ont une longue tradition dans la culture basque, et est additionnée à cette réflexion autour des matériaux locaux, une réflexion autour de la terre crue, donc de la terre crue compressée, la technique du pisé, car c'est une technique de construction traditionnelle ancestrale, mais aussi une technique qui se trouve largement réemployée aujourd'hui dans la pratique contemporaine de l'architecture, et qui pourrait être envisagée dans ce type de projet comme une technique complémentaire essentielle en raison de sa versatilité et de ses qualités de vie et d'écologie. Donc les structures abandonnées qui forment la rurapolis seraient renforcées par des plateformes et des édifices logistiques culturels, des lieux de rencontre, des extensions d'habitat et en béton de terre prolongeant la dimension organique et terrienne du projet. Donc le premier jalon de la rurapolis après cette table ronde est un atelier de construction en terre crue qui aura lieu du 1er au 9 septembre en Navarre, dans le cadre d'une summer school qui comprendra également un cycle de conférences à Pampelune, en présence de Studio Act, une jeune agence d'architecture basée à Rotterdam, spécialisée dans la terre crue et dans une approche territoriale de cette technique. Orecari Studio, qui est une coopérative d'architecture basée à Pampelune, qui œuvre beaucoup en milieu rural, dont vous allez voir une présentation à l'instant. Et Anna Schaffer du collectif Encore, qui se trouve dans le Béarn, donc un territoire limitrophe au projet de recherche qui s'ancre dans la Navarre. Cette Summer School Rurapolis sera l'occasion de montrer aussi une petite exposition à Pampelune, d'explorer le territoire avec une marche périphérico-rurale, et enfin de participer à l'atelier Terre Crue qui aura lieu sur 5 jours dans ce hameau abandonné des Goulbati, en bordure de la périphérie de Pampelune. Un atelier en terre crue qui sera encadré par un maçon expert en terre crue depuis une quinzaine d'années, qui œuvre beaucoup sur le territoire espagnol, mais aussi en Belgique et au Luxembourg, Jonathan Martens, et qui se terminera
par un événement festif, donc un dîner et un bivouac sur place au milieu des vestiges. Donc je vous invite, pour les personnes présentes et aussi en ligne, à aller faire un tour rapidement sur la page du projet et surtout à vous inscrire parce qu'il reste encore quelques places. Donc ce sera une expérience en immersion en Espagne avec de la construction, un apport théorique, une série d'événements à la fois festifs, culturels et participatifs, donc une expérience assez unique pour toutes les personnes intéressées par cette thématique et la question de la durabilité en architecture. Donc la table ronde d'aujourd'hui constitue en quelque sorte une introduction au contenu qui sera travaillé pendant la Summer School et qui sera également retransmis pendant la Summer School. Et puis au cours de la discussion et à la suite de la présentation de chaque intervenant, je souhaitais aborder 4 thématiques possibles, mais qui peuvent ensuite être étendues au cours de la discussion selon le parcours que prendra le débat. Premièrement, la récupération du patrimoine rural, que nous aborderons notamment avec le projet de réactivation du village abandonné de Zoroquain, qui est situé sur le territoire de la recherche, donc en Navarre, que nous montrera Yoar, ainsi que quelques projets de l'atelier Aino, et là je pensais par exemple au projet de réhabilitation de la Francis André. La deuxième thématique est l'idée du commun, donc ou commons, comme on l'appelle plus communément. Donc la communauté comme outil de développement territorial, tel que le développe par exemple Luciano Aletta dans son doctorat par le projet Commoning the Land. Et troisièmement, l'appréhension sensible d'un territoire peu ou mal perçu et visibilisé est fondamentale pour la périphérie et sa remise en question telle qu'elle est abordée dans la Rurapolis. Et là, dans son ouvrage Walkscapes, et en tant que membre du collectif Stalker, Francesco Carrelli propose une approche physique et collective du territoire périphérico-rural au travers de la marche, de la déambulation, qui permet d'établir, pour nous architectes, une cartographie alternative de ces espaces. Et enfin, la dernière thématique, le réemploi de matériaux et la terre crue vers la création d'un nouveau répertoire écologique, versatile et durable que nous pourrions aborder au travers de l'atelier Aino qui est visible actuellement à la BAP, à Versailles. Donc merci, et je laisse maintenant la parole à Francesco. Bon, merci et bonsoir à toutes et à tous. Et, oui, j'ai suivi un peu la thèse et ça me semble un très beau projet. Et, donc, en fait, je ne m'occupe pas trop d'espace rural. Vous m'entendez, oui? Ça va? Oui, 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 oui. OK. Mais plutôt d'espace périurbain. Donc, j'essaie de faire en 5 minutes. Est-ce que ça marche? Oui. Oui, c'est bon. Je vais... Non, 15. Oui. Je vais vous parler de 2 projets qui viennent de la marche, mais qui après sont aboutis, disons, à 2 projets architecturaux. Ce que vous voyez, c'est une carte de mon cours d'Arte Civiche. C'est un cours que je déroule depuis 2006 de façon totalement péripathétique, c'est-à-dire on marche tous les cours, on les fait en marchant un jour par semaine. Et là, en ce moment, je suis à Urbino, dans le nord d'Italie, faire un workshop avec des étudiants sur l'hospitalité qui se ressemble beaucoup au workshop que j'ai fait déjà à Pamplona en janvier et à Versailles. Donc, à Versailles, c'était avant le Covid. Donc, je travaille toujours un peu de la même façon dernièrement, de mettre ensemble la marche et l'hospitalité. Et là, les lignes que vous voyez, c'est les parcours qu'on fait avec les étudiants. Et après, il y a des points jaunes. C'est le lieu où moi je dis toujours, on a trébuché. C'est-à-dire, on a rencontré un terrain qui était favorable à développer des projets communautaires avec les gens qu'on a trouvés, avec les thèmes, etc. Donc, disons, j'utilise la marche maintenant plutôt comme recherche des terrains fertiles pour après continuer à travailler avec les... Donc, le premier, c'est ça, c'est la marche le long du fleuve qu'on a fait en 2007 et qui nous a fait connaître les Roms, les Gitans
dit en français. Et, même si c'est pas trop poli. Donc, c'était une recherche autour des bidonvilles, disons, qui sont nés autour les longs du fleuve. Et on est rentré en contact avec toute cette dimension d'informalité qui vivait sur les autoroutes, les chemins de fer, etc. Là, je vais un peu vite. Et avec tout ça, à un moment donné, on est rentré dans les campements des Roms et on est très bouché, comme je disais, dans les Casilino Novecento, que c'était à cette époque les plus grands campements de Rome. Avec les étudiants, on a fait une recherche pour étudier tous comment dire, les habitats, disons, des gens qui s'étaient construits la maison, comprendre combien ça coûtait, qui l'avait fait, comment elles s'organisaient entre eux, les espaces ouverts, les espaces intimes et tout ça, disons, de façon, une recherche plutôt anthropologique sur la maison. Et on a décidé de faire une maison avec les Roms dans les mêmes campements. Et c'était ça, c'est Savorengo Cer. Si vous voulez en savoir plus, vous écrivez ces noms, ça veut dire la maison de tout le monde, en romanais. Et il y a une vidéo, un film de 50 minutes sur Vimeo. Donc Savorengo Cer, Vimeo, et vous trouvez les films. Et ça a été une expérience formidable de connaissances réciproques entre nous, les gadgets et les Roms. On a dépensé 8 000 euros pour faire 62 mètres carrés en autoconstruction. Et ça, c'était les résultats. Mais après, bon, il y a eu des problèmes, disons, politiques, c'est-à-dire les gens du quartier, ils ne voulaient pas qu'ils s'installaient définitivement, même si c'était là depuis 50 ans déjà. Mais donc, pour eux, les Roms pouvaient vivre dans des baraques, dans des maisons informelles, mais pas dans une vraie maison. Et ça a été le problème. Et après, la maison a été brûlée, le campement a été évacué et ils ont été mis dans ces camps de concentration qui sont nés autour de Rome dans les dernières années. Et c'est des camps de concentration de containers de 24 mètres carrés qui coûtent le double, beaucoup plus que le double de la maison qu'on avait fait nous. Et nous, surtout, notre projet, c'était contre les campements, c'est contre le concept de camp. Mais on voulait transformer les Casilino Novecento dans un quartier normal avec aussi de la mixité. Donc, notre projet n'a pas abouti. Personne ne veut se mettre à côté de Rome pour résoudre ces problèmes. Et, là, c'est une autre marche qu'on a fait avec de 2009, Primavera Romana, dans l'autoroute qui fait un anneau autour de Rome. Et ça, c'est une carte qui met ensemble plusieurs problèmes qu'on a trouvés et qu'on a, disons, fait un travail politique de mettre en réseau les gens qui avaient le même type de problèmes. Donc, on les a trouvés à nord, à est, à ouest, et on les a fait connaître, on a essayé de construire tout un réseau. Et donc, un instant, pourquoi ne marche pas? OK. Et à partir de là, on est tombé sur un autre thème qui c'était celle de squat, des mouvements pour les droits à l'habiter. Et là, c'est une carte faite par un étudiant, Andrea Valentini, dans le 2010. Maintenant, il y en a encore une autre, mais ça, graphiquement, je crois que c'est plus belle parce que ça ressemble un peu à une guerre qu'il y a surtout dans l'est de Rome,
On a plus de 110, 120 squats. Quand je dis squat, ce n'est pas des maisons squattées par des punks, mais c'est des familles qui tous ensemble s'installent dans des grands bâtiments, des usines abandonnées, ou des nouveaux bureaux qui sont vides, etc. Donc, à partir de ça, on a fait, ça c'est le dernier livre qu'on vient de faire, moi avec un groupe de jeunes chercheurs à Rome, ça s'appelle Circo, Cirque, un imaginaire de ville d'hôpital, et c'est sur l'hospitalité. Disons, on a fait une cartographie du patrimoine abandonné ou surutilisé dans la ville. Donc, il y a aussi les convents, les églises, les patrimoines de l'église. Il y a les hôpitaux, les cinémas, les écoles, les usines. Il y a plusieurs layers. Ça, on la trouve online et on peut ajouter d'autres points. Et ça, c'est la carte qu'on a dessinée avec toutes les ruines de Rome. Et l'idée, c'est de passer de l'accueil à l'hospitalité. Donc, ça, c'est la carte de l'accueil, de comment ça fonctionne l'accueil institutionnel, qui est monodirectionnel, disons. Par contre, ce que nous voyons, on a compris dans les systèmes de squat, c'est qu'ils gèrent de manière aussi intéressante la façon de la soutenabilité économique. C'est-à-dire, il essaie et donc, on a pris ça et on a fait, avec les étudiants, plusieurs projets sur des bâtiments abandonnés. Et là, je ne sais pas si j'ai terminé mon temps. Dis-moi, Salomé. Je pense qu'on est bon niveau temps. Oui, oui, oui. Encore 2 minutes pour conclure, oui. En tout cas, je fais très vite. Ça, c'est le projet auquel est abouti maintenant à partir de la recherche Circo. Et c'est un projet dans lequel on a gagné 11 millions d'euros maintenant pour les construire. Disons, c'est une réhabilitation de ce bâtiment qui a été peint par Blue, le street artist très connu, et avec plusieurs acteurs qu'on voit là, 3 universités, 3 ministères, la mairie de Rome, etc. Il s'agit d'un monument pour les mouvements de squat et on va transformer les logements qui maintenant sont squattés en HLM, ça c'est dire, comment on dit, un logement social, et on va les redonner aux gens qui sont là maintenant. Donc, il faut faire tout un travail avec les gens qui resteront en chantier. Et ça va démarrer en décembre. Et au rez-de-chaussée, on va garder les services sociaux qu'ils ont déjà développés. Là, c'est, disons, un sens de toutes les familles avec les provenances. Oui, je disais, il vient surtout du sud de l'Amérique latine et du Maroc, le Maghreb et l'Est européen aussi avec des Italiens. L'idée, bon, c'est de transformer les cours dans un espace pour la ville et laisser les autres espaces du rez-de-chaussée. Là, on a pratiquement appris de comment ils se sont organisés du point de vue architectural pour refaire les maisons. Et ça, c'est le type de maisons flexibles qu'on a proposé et sur lesquelles maintenant on est en train de faire un projet plus définitif. Ok, je m'arrête ici. C'était seulement pour dire qu'en marchant, on peut trébucher quelque part et développer des projets plus stables. J'ai fini. Merci Francesco.
Oui, pour juste résumer en fait un petit peu la raison pour laquelle je souhaitais que tu interviennes à cette table ronde, parce que là on voit des projets qui se situent plus que dans le milieu rural, plus dans le milieu périurbain, comme tu l'as dit au début de ta présentation. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans ton travail, c'est justement cette démarche de partir de la marche, de la déambulation et d'une réflexion autour de l'architecture nomade, telle que tu l'avais exprimée dans Wallscapes aussi, donc de partir d'une réflexion qui place en opposition l'architecture sédentaire et l'architecture nomade, et comment à partir de l'exploration de ce nomadisme et de son analyse, on peut arriver à d'autres types de projets et surtout d'occupation du territoire, que ce soit en ville ou à la campagne. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter un petit mot là-dessus ou pas, ou si quelqu'un souhaite... Oui, c'est peut-être que je n'ai pas bien expliqué. Le projet Circo, c'est de mélanger les gens qui vont vivre de manière sédentaire, disons, stable, avec les gens qui sont de passage, en particulier les migrants, et les migrants, comme on les appelle ici, les clandestins, les économiques, ceux qui viennent, qui sont... ou même les gens qui sont à Rome de passage, parce qu'ils veulent effectivement rejoindre le Nord-Europe, l'Allemagne, la France, etc. Et donc, pour tous ces gens qui sont, disons, des habitants temporaires de la ville, des nouveaux nomades, on veut les appeler, mais il y a aussi les étudiants, par exemple. Si on mélange les étudiants avec les migrants et d'autres catégories qui sont de passage en voyage, on peut trouver... C'est un peu ce qu'il y a dans l'Antiquité, c'était les caravansérailles. Je ne sais pas si ça comprend, les caravansérailles. Oui, la caravane nomade. Oui. Donc c'est important pour nous qu'il y a des lieux où les gens de passage, pas de voyage, disons, peuvent se représenter comme les cirques, comme des façons d'être fiers de son diversité, d'être différent, et qu'à partir de ça, on peut redonner un peu d'énergie à la ville, parce qu'on est sûr qu'eux, ils amènent de la culture, ils amènent d'autres valeurs qui peuvent nous renouveler l'Europe, disons. Basta. Ça va? Merci beaucoup, Francesco. Et Merci. je pense qu'il pourrait être intéressant maintenant, pour faire le lien avec cette idée du projet communautaire, avec Luciano peut-être. Ok. Donc, bonsoir à tous et merci à Salomé et à Suzanne pour l'invitation à cette table ronde par ce projet Rurapolis, qui, comme on a déjà parlé ce matin, il touche beaucoup des sujets communs, entre aussi la recherche que moi je suis en train de terminer à mener pendant mon doctorat par les projets. Je pense aussi que c'est très important aujourd'hui d'aborder la question de ce territoire marginalisé, et on peut dire aussi abandonné, pas seulement pour donner des réponses. Je ne savais pas que ces territoires sont plus habités, mais on dit pas pour donner des réponses à ce territoire de plus en plus marginalisé pour des politiques de plus en plus, on dit, urbanocentriques. Mais je pense que c'est aussi intéressant d'aborder ce territoire parce qu'ils sont, on peut dire, porteurs d'une forme d'habiter qui peut-être on ne peut pas la regarder bien aujourd'hui, mais qui nous montre des formes d'habiter différentes et aussi des relations avec les territoires qui sont peut-être très alternatives à celles d'aujourd'hui. Pour faire ça, je pense qu'il faut un peu changer les regards et donc pas regarder à cet lieu comme des espaces vides à remplir avec un programme ou des activités, donc les réactiver dans ce sens, mais essayer de répertorier ce lien, ce témoignage de ce passé qui, on peut dire, elle est là. Ça, c'était une recherche que je pense aussi c'est important pour faire face à les défis de la crise contemporaine, crise sociale et économique, sociale et climatique, une crise qu'on peut dire il souffre d'une contradiction, en contradiction permanente. On peut dire
on est toujours dans une sorte de conditions où on produit et reproduit dans tous les temps les conditions mêmes de notre cri. Cette contradiction, elle était appelée pour Adorno et Horkheimer comme une condition de dialectique négative, dans le sens que nous on est dans ce sens bloqués dans l'impossibilité d'échapper à ce système de domination économique qui, si d'un côté, il provoque notre crise climatique, mais d'un l'autre côté, il assure la condition même de notre vie contemporaine. Cette impossibilité d'échapper de ce système de domination, il est fait d'un côté dans la capacité, on peut dire, de notre système de production contemporain à absorber la crise même, mais aussi tous les déchets qui sont produits dans les procès de transformation économique. Donc, je disais, aussi dans l'impossibilité de sortir de cette relation sujet-objet qu'on pose dans des formes de relations qui sont basées surtout de regarder notre environ de vie comme un système de ressources infiniment exploitable. Et cette condition de crise, on peut aussi la très bien regarder dans la production de nos espaces construits, un espace très standardisé, très normé, aussi qui était infiniment, dans ce sens, reproducible, qui, d'un côté, il représente une transformation physique et culturelle de notre environ autour de nous, mais si on la regarde d'un point de vue économique, on peut la s'imaginer comme une transformation économique où l'environnement il est mis aussi en valeur. C'est une transformation qu'il produit dans ce processus de transformation en valeur, en surplus et en valeur. Donc, on a compris que, de cette manière, pour essayer de sortir de cette dimension, il n'est pas suffisant de proposer des modèles alternatifs, mais il faut, d'un point de vue, aborder les problèmes à la base, aborder cette institution qui est à la base qui règle la relation avec l'homme, avec son environnement. Avant tout, la propriété, et en particulier la propriété de la terre publique-privée. Quand je dis ce type de propriété, on peut l'imaginer comme une relation juridique qui se constitue dans un territoire politique et physique d'État, une relation on peut la définir comme une relation en droit réel ou un système de droits, un bundle of rights, un système de droits qui lient un sujet à un bien, mais aussi c'est une relation, comme le définit Marx, une relation productive d'un sujet avec son propre conditions de production originaire, que c'était la terre et la nature tout autour d'elle, mais aussi en relation sociale, en relation en communauté, dans tous les sujets dans cette communauté par rapport à l'environnement. Cette typique des relations publiques-privées, il porte aussi tout un système de valeurs qui, donc, on peut le définir comme un système qui était fermé, où il y a un monopole de décision sur aussi la transformation. On pense dans un morceau de terre par rapport à un propriétaire qui s'est fait de manière individuelle, un système qui gère en division sociale qui s'est fait aussi pour classe de propriété, donc d'accumulation de biens, et aussi qui s'est réglé, comme on avait dit toujours, sous des formes d'exploitation des biens. Donc, le premier passage pour aller au-delà de cette relation, c'est d'imaginer aussi un système qui, de cette manière, s'est proposé comme opposé à ce que le système de la propriété. Et exactement dans ce point, le commun, qui plus généralement, il est compris comme un système de règles et de principes qui crée un système social dans lequel on partage des ressources, où une communauté partage des ressources, mais aussi des moyens de production, qui sont faits pour garantir la reproducibilité des ressources mêmes, mais aussi de la communauté. Mais il y a aussi une autre manière d'entendre les communs, qui est certainement par opposition à son de la propriété, comme l'a défini aussi Michael Hart et Antonio Negri, qui dit donc si la propriété c'est un système fermé où il y a un monopole décisionnel, les communs c'est un système ouvert à la participation, aussi à des formes de démocratie directe. Si la propriété c'est un système qui est exclusif, donc exclusive est basé aussi sur l'exploitation, les communs, au contraire, c'est un système égalitaire, donc il y a une redistribution égale de la richesse produite, mais aussi qui est un système qui définit des relations basées sur les soins.
Donc on dit, si l'urbanisation c'est la forme construite de la propriété, quelle est la forme construite de l'économie? On peut bien sûr regarder dans le passé, avec toutes les précautions de l'ECA, comme dans ce système, ce village de l'âge de fer, en Angleterre, c'était un village celtique qui s'est organisé sous des formes évidemment collectives de terre, donc on ne dit pas dans le sens pas étatique, et qu'il définit avec son propre territoire un rapport d'équilibre écologique, qui veut dire que la communauté et les territoires ils constituent un corpus unique où la différence de le changement des facteurs de population ou un changement des facteurs des ressources disponibles, il peut aussi créer la disparition de cette communauté. Une communauté qui s'organise sur un schéma très classique, au centre de lequel on a les villages avec la concentration des édifices bâtis et aussi des activités. Et après, tout un système d'usage du sol, des champs cultivés, des pâturages, aussi des forêts. Un schéma qu'on dit qu'il change aussi par rapport à l'intensité, on dit, du travail qu'il est amené dans les territoires. Ce système, on peut le retrouver, bien sûr, pendant tout le Moyen-Âge en Angleterre. Et donc, ça, c'est un système qui dure plus que 800 siècles. Et dans Hitch en Angleterre, mais ce système, qui dans ce côté, c'était similaire à celui de l'Arche de Fer, il dit aussi quelque chose en plus sur les systèmes de gestion des propriétés, parce que c'était un système très à côté de nous, on a plein aussi des documents. Et il dit que sur tout ce système, on avait la possibilité des droits collectifs qui n'étaient pas spécifiés dans les ressources, mais qui étaient étendus sur tous les territoires de manière différente. Un système qui aussi était réglé à des fonds d'exploitation du territoire qui s'appelle le Common Field System. Dans ce système, on trouve exactement les commons. Les commons, c'était des territoires partagés où chaque habitant des villages il pouvait aussi exploiter cette partie des territoires pour son propre avantage. Ce schéma dit quelque chose en plus des schémas qu'on a vus dans l'âge de fer, parce qu'il dit aussi les rapports de relations entre différents villages, qui peuvent être aussi des rapports de coopération, mais aussi des conflits par l'usage d'une même ressource. Mais on peut aussi essayer de regarder à des expériences plus récentes, en particulier dans toute une série de communautés, on appelle des communautés intentionnelles, sont des communautés volontaires, qu'on trouve surtout en Amérique et en Europe à partir des années 60-68. En particulier, dans mon recherche, moi, je me suis focalisé sur 3 communautés. La communauté de Bagnaia, qui a été constituée dans l'année 80 en Italie, à côté de Siena. La coopérative européenne de Longomei, qui s'était instituée dans l'année 70, tout d'abord en France, et après il constitue de plus de 10 communes coopératives distribuées dans tout le monde. Et en final, la communauté de Twin Oaks, c'est une communauté fondée dans les 68 dans les États-Unis. Ce système, ils ont repris des systèmes existants, surtout des fermes. Ça peut être aussi intéressant dans les comtés de la Rurapolis, ils ont réadapté les territoires et les structures pour des formes de gestion collective. Avant d'analyser d'un point de vue spatial, je voulais aussi essayer de montrer tous les systèmes de relations qui sont dans cette communauté, des relations, comme on dit, spatiales, juridiques, sociopolitiques et aussi économiques, qui s'organisent autour de 4 thèmes principaux. Ça, c'est une communauté de sujets, un territoire, donc un land, une terre, en forme d'exploitation du territoire, qui c'était plutôt orienté vers l'autosostenibilité, et aussi une forme juridique, que c'était la forme de l'association, qui organise aussi les relations entre la communauté et la terre, aussi les systèmes de propriété qu'il a mis en place. Donc on a dit, on peut aussi regarder ce modèle spatial, on peut regarder comme ils sont similaires à les modèles anciens. Ça, j'ai fait une sovrapposition à travers les systèmes de zonage qu'il est proposé pour la permaculture. Et on regarde aussi des choses intéressantes, qu'on voit comme aussi tous les programmes et l'usage du sol
de cette manière, il se distribue dans la première zone de manière plus concentrée, où on a toute la présence des espaces habités, des espaces collectifs, mais aussi des espaces de transformation alimentaire. Une deuxième zone qui était plus... on n'a plus d'espaces bâtis et d'espaces collectifs, on a plutôt d'espaces productifs. Et à côté, on commence à arriver des espaces agricoles dans la terre. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre, on voit l'activité humaine qui disparaît et qu'il veut dire qu'il aussi construit des relations avec son territoire, comme on disait toujours, pas rapporté sur l'idée d'exploitation, mais plutôt sur ça de la manutention et des soins de ce territoire. C'est juste des petites images des différentes zones que moi j'ai répertoriées pendant mon visite dans la communauté de Longomae. Et juste pour terminer cette deuxième partie, ce système, on peut le trouver aussi plus récemment dans des formes d'activisme politique, comme on voit à Notre-Dame-des-Landes ou à Mondeggi, Fattoria Senza Padrone de Florence. Ils sont des mouvements antagonistes, on peut dire, des occupations de biens publics qui se sont opposés aussi à des politiques de transformation des territoires de façon, on peut dire, privative ou exploitative. Mais la chose intéressante, c'est qu'ils ont aussi mis en place de nouvelles formes d'habiter sous ce modèle qu'on a vu dans cette communauté. Ça, c'est intéressant parce qu'il pose un peu, comme on a dit tout d'abord, que les communs, il a toujours dedans cette dualité. En forme alternative, sont déposés comme une forme de vie alternative, mais aussi, on dit, antagoniste, dans le sens de s'opposer à un système économique, mais aussi à un système, on peut dire, juridique, social, organisé autour de... Ok, donc on parlait des espaces de conflit et on rentre aussi dans notre sujet qu'on trouve aussi dans les Rurapolis, que c'était ça, c'est un autre espace de conflit, que c'est ça de la frontière nationale, qui est un espace où on trouve, comme dans la question de comment, cette dualité, dans son côté un espace qui de rivalité, donc d'exclusion, mais qui en même temps c'est un espace de partage, un espace de coopération, comme il était défini pour les politiques européennes transfrontalières. Et donc cet espace il devient très intéressant parce qu'on peut dire qu'il est un espace où on a mené des projets de coopération qui cherchent de mettre en valeur en continuité physique, culturelle, qu'ils s'opposent à une limitation, on peut dire, administrative, on peut dire des propriétés publiques. Et donc la reconnaissance de cette continuité, il est en première étape pour remettre en discussion tout ce système plus large de propriété. Ça, on le retrouve dans la frontière, bien expliqué dans la frontière franco-belge, qui est un peu opposée à les sites de la Rurapolis, mais exactement à partir de cette continuité et analysant ce territoire d'un point de vue aussi morphologique, culturel et aussi hydrographique, qu'on peut proposer une reconceptualisation de ce territoire à travers un système régional, on peut dire biorégional, un système qui met au centre cette continuité, qui nous permettre de aussi regarder cet espace transfrontalier comme le centre d'un nouveau territoire européen, pour renverser les regards de limite comme un nouveau territoire européen de la coopération. Juste un exemple pour terminer, de voir comme la question de comment on se peut appliquer à un cas spécifique. Ça, c'est un des cas d'étude, c'était les morts sur les confins, exactement un territoire sur les confins franco-belges, mais un territoire qu'ils partagent de manière coopérative tout un réseau d'eau, un système de drainage et d'irrigation. Et donc, à partir de ce système, on peut imaginer de renaturaliser, on peut reporter ce territoire dans son état d'équilibre écologique, mais aussi imaginer de réamener des autres façons d'habiter en réactualisant ce modèle des coopératives qu'on a vu tout d'abord dans l'exemple des communautés volontaires, mais aussi des exemples historiques, aussi avec la différence de cas, mais aussi réimaginer de nouvelles formes bâties, aussi de nouvelles architectures et de nouveaux programmes pour habiter ce lieu. Et bonjour à tous et toutes.
Et tout d'abord, je voudrais m'excuser pour mon français, parce que en fait, bon, ça fait très longtemps que je ne parle pas. Donc, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me les poser. Et si je n'arrive pas à me faire comprendre, ça sera Salomé qu'elle peut me traduire. C'est que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et bon, deuxièmement, merci beaucoup à Salomé pour l'invitation, et aussi à Suzanne et à l'école de Versailles. Et merci à toutes les personnes qui sont venues ici et aussi qui sont sur Zoom en train d'écouter cette table ronde. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux projets très différents, mais qui ont deux choses en commun. Et la première chose, c'est la ruralité. Il s'agit de deux villages. Et l'autre chose, c'est les deux villages sont un processus d'abandon. Un processus de récupération et l'autre est un processus d'abandon. Et on verra qu'est-ce qu'il passe. Et bon, je ne me suis pas présentée. Bon, je suis Joar. Et avec Xavi et Chacho, nous sommes Orekari, un studio d'architecture qui travaille à Pamplune, Navarre et au Pays Basque en général. Et ouais, nous nous consacrons avant tout à la réalisation des projets de participation citoyenne et aussi à la réalisation des projets de construction bioclimatique, et qui presque tous se font après avec de la autoconstruction. Mais bon, avant que je vous raconte les deux projets, je vais vous parler d'un concept qui nous tient à cœur et qui tourne actuellement autour de la plupart des projets que nous réalisons. C'est le concept de Auzolan. Auzolan, c'est un mot d'origine basque, et qui est utilisé dans les zones rurales de Navarre pour définir ce travail qui se fait en communauté avec les voisins et les voisines dans le village. D'accord. Et cette photo de groupe et la photo précédente provient d'un projet que nous avons réalisé l'année dernière, qui consistait en concevoir et construire une aire de jeu à côté d'une petite école dans un village près de Roncevaux. Dans cette aire de jeu, plusieurs éléments ont été construits avec du bois provenant des forêts proches, et elle a été entièrement construite en Auzolan. Et avec ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les parents, les enseignants et les gens du village qui sont venus tous les samedis pendant un mois pour aider à construire ces lieux. Et pourquoi pensons-nous qu'il est important de les souligner? Parce que nous croyons que tous les projets qui sont menés par la communauté et pour la communauté s'intègrent toujours beaucoup mieux, sont plus respectés et sont mieux appropriés. Et une fois ces concepts, après si vous avez quelques questions, vous pouvez me demander, mais une fois ces concepts expliqués, nous allons passer à Auzolan, à beaucoup plus grande échelle, comme la reconstruction d'un village par l'autoconstruction et l'Auzolan, c'est-à-dire par les futurs habitants et pour ces futurs habitants. Ça, c'est Zorokiain. Zorokiain est un village en voie de redressement, réhabité par plusieurs familles qui, fatiguées de la vie citoyenne, et de la crise économique et de la difficulté d'accéder à un logement, décident de chercher de nouvelles façons de vivre en communauté. Ce retour rural s'effectue à travers une reconstruction basée sur l'Auzolan,
l'autoconstruction, les stratégies bioclimatiques et la recherche des matériaux durables d'origine naturelle. Et en Navarre, comme Salomé a expliqué avant tout, il y a plusieurs villages qui sont abandonnés et presque une trentaine d'entre eux sont à l'est de la Navarre. Et Zoroquién aussi se trouve ici, au Valle City. Là, on peut voir ici, à 20 km de Pamplune. Et oui, Zoroquién, c'est le cas de Zoroquién qui c'est un village abandonné qui est en voie de repeuplement. Ces villages, là, on peut voir cette image, c'est de 1929. Ces villages cessent d'entrer en 1990, puisque selon la loi, pour qu'un village en soit un, il doit compter plus de 16 habitants. Et en 1990, il en comptait seulement 6. Depuis 2006, il reste complètement abandonné. Mais sa détérioration commence, comme presque tous les villages abandonnés en Navarre, en 1960, quand il est passé de 30 à 10 habitants et avec pour conséquence l'abandon des maisons. Sur ces images, nous pouvons voir comme année après année, il se détériore et la nature fait son chemin au fur et à mesure que les maisons s'effondrent. Si vous voyez, bon, c'est bien de les mettre. Si vous voyez ces maisons-là, vous verrez comment, au fur la nature prend, et comme c'est tout en 2012, que c'est la dernière orthophoto, et la même chose avec les maisons qui sont là en bas, au sud. Et c'est comme ça. Là. Ça, c'est l'image en 2015. C'est l'état dans lequel il le trouve en 2015, lorsque 9 familles décident d'acheter les ruines et de s'en prendre à la récupération du village. RCASAR est le nom de l'association porteuse du projet qui, par l'autopromotion, réalise tous les processus de récupération. Et là, on peut voir ça, c'est 2012 et ça, c'est 2021. Vous voyez comme surtout cette maison-là et toutes les maisons qui sont là, et après, ils sont en train de construire là une autre. Ici, encore une autre, là, et vous voyez comment maintenant toutes les maisons sont en train d'être reconstruites. Là, c'est une image, et la photo de 1960, et l'image de... Bon, ça, c'est l'image de maintenant. Et le projet s'inscrit dans un modèle de développement rural durable, d'architecture bioclimatique, d'autonomie énergétique et de respect de l'environnement. Cette petite communauté sera composée d'11 maisons. Ici, on voit quelques signes. Et de l'ancienne église, qui est là et là, reconvertie en bâtiment communautaire socioculturel. Et là, on peut voir l'ancienne église comme s'est trouvée, comme ils ont acheté le village complet. Et maintenant, lors de la construction, la réhabilitation, toutes les maisons cherchent à reformuler et à promouvoir une manière de construire plus efficace, économique et respectueuse, en réutilisant les matériaux, en recherchant les matériaux les plus naturels, durables et locaux possibles, grâce à la bioconstruction, en utilisant des critères bioclimatiques et surtout en les construisant via l'autoconstruction et l'ausolane.
Et là, on peut voir des plaques, des plaques de pays provenant des champs aux alentours. Là, des champs qui sont là. Et on voit ici, dans ces photos, dans ces images, nous pouvons voir comment ils construisent le toit d'une des maisons. Puisque ce qu'ils font, c'est s'entraider. Toutes les personnes du village s'entraident pour construire chaque toit de chaque maison. Et nous, vous vous demanderez quel est notre travail ou notre rôle dans tout cela. Eh bien, nous avons conçu et rédigé les projets architecturaux des 4 des maisons. Là, on peut voir les plans. Et nous en réalisons maintenant une autre. Et non seulement nous réalisons les plans de manière lisible et compréhensible, et avec toutes sortes de détails pour éviter les doutes lors de la construction, mais nous conseillons et aidons tout au long du processus d'autoconstruction, qui, comme vous pouvez l'imaginer, est un processus très très long, environ 2-3 ans de construction pour chaque maison. Ce sont les plans. Et ces maisons sont conçues pour être des maisons passives. Elles recherchent l'autonomie énergétique dans la mesure du possible, grâce à des panneaux solaires, des poêles à faible inertie thermique et des stratégies de captage solaire telles que les serres dans la zone sud. Là, on voit où se trouve Sarcelles. On voit la construction. C'est la même, les plans. Et ici, il manque que la dernière couche de pierre qui est là en bas. Et maintenant, cette photo, c'est je pense que l'année dernière. Et maintenant, ils ont commencé à mettre la dernière couche de pierre. Et il était réellement très intéressant. Et que ces logements visent à aller au-delà de l'habitat traditionnel, puisque beaucoup intègrent un atelier espace de travail pour une économie domestique locale. Là, ça, c'est l'espace travail. Et domestique local pour tenter d'éviter les trajets quotidiens vers la capitale, Pamplune. Et des connaissances partagées. Ceci est rendu possible grâce à Lausolan. Non seulement vous construisez et il vous aide à construire votre maison, mais vous acquérez également des connaissances qui servent pour la suite. Dans ce cas, la construction d'une des maisons a été utilisée pour réaliser un cours officiel et subventionné de bioconstruction. Ils ont profité de la construction de cette maison pour faire les cours. Et toutes ces connaissances aussi se trouvent sur les réseaux, bien sûr, avec une communauté encore plus large, afin de pouvoir transformer cette expérience locale en quelque chose de plus global. Ici, il s'agit du compte Instagram et du processus de construction de l'une des maisons, avec plus de 6000 abonnés. Et ils racontent leur histoire avec la maison et tous les problèmes qui sont eus pendant la construction. Et pour finir avec le projet de Sorokian, et cette photo, c'est habiter dans les processus. Vous pouvez voir comme dans cette image, il n'y a pas de fenêtres, le sol, c'est pas du tout fini. On voit comme l'électricité n'est pas finie non plus, mais ils habitent là. Comme je l'ai déjà mentionné, l'autoconstruction de votre maison est un processus très long et la plupart des familles n'ont pas les ressources pour pouvoir avoir une autre maison pendant que la leur est en construction. Alors, dès que possible, elles commencent à habiter des maisons et habiter au fur et à mesure qu'elles sont construites. Sorokian ouvre aussi la voie à un nouveau paradigme où l'habitat bioclimatique, l'autoconstruction et la ruralité peuvent à nouveau se conjurer à partir de la modernité et s'en sortir du cadre légal, aidant à récupérer des espaces abandonnés et contribuant ainsi
à la valorisation des petits centres de population ruraux. Et maintenant, très très brièvement, un autre cas et un autre projet très différent. Et dans ces projets, nous avons commencé à travailler il y a environ un mois, et avec certaines similitudes avec Sorokiane, mais très différents. Il s'agit du projet de réhabilitation et de régénération du centre historique de Karkar. Et Karkar est une municipalité située à l'ouest de la Navarre, à environ 75 km de Pampelune, et comptant 1000 habitants. Et vous pouvez voir ici que l'échelle est très très différente à celle de Sorokiane. Et que devient ce village? Eh bien, nous sommes à nouveau avec le problème de l'abandon. Le centre historique se vide. Les gens partent soit vers la périphérie du village pour habiter de nouvelles maisons, soit vers les villes-villages voisins pour y vivre. Le centre historique non réhabilité est inconfortable, voire insalubre, car très dégradé, et les personnes disposant des ressources préfèrent acheter un logement neuf. Là, on peut voir en 1960 et en 2020, vous voyez comme Karkar s'est agrandi, mais le centre reste là et le centre est en train de se vider. Et les maisons vides, eh bien, elles commencent par se détériorer et finissent en ruine. Étant en ruine et en danger d'effondrement, le conseil municipal exhorte les propriétaires à ces maisons à les réhabiliter ou à les démolir avant qu'un accident se produise. Donc, ce que les gens font, c'est les vendre à un prix très, 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 très bas, vraiment bas, pour se débarrasser de toute responsabilité. Ces maisons sont achetées par des personnes, par des familles sans ressources, souvent presque toujours des immigrés venus travailler dans les milieux agricoles, et elles vont y vivre de manière très très précaire et peu sûre. Là, on peut voir les photos, dans les photos comme sont toutes les maisons. Et aussi, là, on peut voir des maisons qui sont déjà effondrées. Et quel est notre travail ici? Eh bien, d'une part, enquêter et vérifier l'état des maisons, mener un processus participatif afin que les gens puissent également apprendre de première main quelle est la situation dans le centre historique, et réaliser un plan de régénération avec des propositions spécifiques afin que le gouvernement de Navarre puisse accorder des subventions à la mairie de Karkar et que celle-ci puisse entreprendre certaines actions telles que la réhabilitation de certains bâtiments, la démolition de certains autres et la reconstruction de nouveaux logements afin de reloger toutes ces personnes, toutes ces familles qui n'ont pas d'autre endroit où aller. Et avec cette photo, pour finir, cette dernière image, et bon, on peut voir un enfant de cette école dont je vous ai parlé au début, heureux de pouvoir aider à construire son aire de jeu. Et avec cela, bon, en conclusion, je souligne encore une fois l'importance de valoriser ce qui est commun et tout le travail qu'on peut faire par la communauté et pour la communauté. Merci beaucoup. Bonjour, donc je suis Charlotte Lovera, je représente aujourd'hui l'atelier Aino. Donc merci à Salomé et également à Suzanne pour l'invitation. En 2 mots, Atelier Aino, on est une scope d'architecture basée à Marseille. On s'est créé il y a 5 ans
Et on est 6 aujourd'hui, avec des architectes et aussi des designers matériaux textiles. Pour la présentation d'aujourd'hui, en essayant de trouver des projets qui résonnaient avec les questions de la Rurapolis, on a choisi d'axer sur 3 projets. Le premier, c'est la réhabilitation d'une petite maison de village dans le sud de la France, entre Nice et Monaco, qu'on a appelée la Francis André. Donc je peux commencer directement par cette présentation. Donc c'est la maison dont on voit la terrasse sur cette photo, dont on a donc pour une famille en fait une résidence secondaire qui était en indivision entre des frères et sœurs dans un village. Et du coup, la question pour ce projet qu'on s'est posée, c'est comment l'enjeu donc de ressources limitées pouvait devenir une opportunité. Déjà, il faut préciser que pour réaliser le projet, on a eu la possibilité d'habiter juste à côté du chantier pendant 6 mois et du coup de pouvoir vraiment travailler main dans la main avec du coup les maçons et les artisans, notamment sur un premier volet qu'on a essayé d'expérimenter. C'était aussi ici un projet qu'on a réalisé en 2017-2018, donc un de nos premiers projets où on s'est dit on va essayer d'expérimenter un peu tout ce qu'on a dans la tête, et du coup notamment la question du réemploi. Ici du réemploi des tuiles de la toiture, puisque du coup toutes les tuiles étaient poreuses, donc on avait un gisement énorme de tuiles disponibles, et du coup on s'est posé la question de quoi faire avec cette quantité de terre cuite. Donc on en a utilisé une première partie dans un drain pour gérer l'humidité et les problèmes d'humidité en pied de cette maison. Et sur une seconde partie, on a travaillé sur un revêtement de terrasse en transformant en fait les agrégats et en les coulant en fait avec les maçons au sein de la dalle de la terrasse pour venir recréer un motif qui reprenait aussi les motifs intérieurs du sol de la maison qui vient se déployer dans la dalle. Du coup là, ce qui était intéressant, c'était vraiment de pouvoir travailler sur le projet et encore une fois vraiment en étant très proche des maçons et des artisans pour finalement créer et réfléchir avec eux sur les techniques de construction et de fabrication. Et du coup, il y avait vraiment un vrai échange avec les entreprises. Et un deuxième point sur ce projet, c'est la réalisation d'un mur de soutènement donc en pierre sèche. Donc en fait, cet ouvrage, au départ, il était complètement ventru, le mur allait s'effondrer. Et du coup, en faisant chiffrer cette rénovation-là par un murailler qui réalisait de la pierre sèche, le projet ne rentrait plus du tout dans l'enveloppe. On explosait complètement l'enveloppe de projet. Et en même temps, on était tenu par des contraintes architectes des bâtiments de France, puisqu'on était en co-visibilité de la tour d'Auguste, un monument à la Turbie, où on était obligé en fait, de réaliser ce mur-là avec cette technique ancienne. Du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Et on a en fait rencontré un murailler qui était aussi éducateur spécialisé. Donc c'était une bonne dualité pour nous aider finalement à remonter ce mur en mobilisant à la fois donc des personnes du quartier, des personnes, des proches de la maîtrise d'ouvrage, des amis à nous architectes, pour venir sur plusieurs week-ends reconstruire donc ce mur, en utilisant bien sûr les pierres qu'on avait déjà sur place et quelques pierres de carrière tout proches. Donc là, on voit sur 3 week-ends l'avancée progressive de ce mur. Ce qui était aussi intéressant pour nous ici, c'était de vraiment venir mobiliser les voisins, parce qu'en fait, donc ces murs en restanque, c'est vraiment un paysage local et c'était aussi l'idée de transmettre un savoir-faire et de finalement donner aux habitants des outils pour venir entretenir eux-mêmes leurs ouvrages. Et du coup, c'était un échange de temps qui venait nous donner du temps, mais en même temps, il y avait une vraie formation le matin et une mise en application l'après-midi sur la technique de la pierre sèche qu'ils pouvaient eux-mêmes mettre en œuvre dans leur jardin, puisque ces murs-là sont vraiment couramment
présents dans le paysage. Bien sûr, il y avait aussi tout un volet échange au moment des repas, puisque du coup la maîtrise d'ouvrage se chargeait de prévoir le repas du midi pour ravitailler tout le monde. Et là, on a le mur à la fin. Voilà, ça c'était un premier projet, on va dire, dans lequel on avait pu expérimenter ces points-là, notamment autour du réemploi, des chantiers participatifs. Et là, je passe maintenant à un projet qu'on a en ce moment, c'est cette réhabilitation pour la ville de Septem. Donc la ville de Septem, elle se situe en périphérie de Marseille. C'est une ville d'environ 10 000 habitants, pour lequel on travaille donc pour la commune. On a répondu à un appel d'offres qu'on a remporté. On est aujourd'hui en phase de consultation des entreprises, donc c'est un marché public, à 7 réhabilitations simultanées dans les anciens noyaux villageois donc de Septem-les-Vallons, de bâtiments de type 3 fenêtres, ce qu'on appelle dans le sud. Donc ils ont des trames de 3 fenêtres qui sont souvent en moellon de pierre et qui datent d'avant les années 1940. Et du coup, la commune a choisi donc de racheter ce foncier-là pour en faire une vingtaine de logements communaux sociaux qui seraient réhabilités de façon exemplaire. Et ça afin en fait de créer un effet réplicabilité et boule de neige auprès des propriétaires privés de la commune. Parce qu'on a énormément donc de copropriétés qui se dégradent, comme tu disais, Yoar, tout à l'heure. C'est un peu le même modèle. On a à Marseille, le célèbre drame de la rue d'Aubagne, où c'était ce type de problématique-là, carrément des effondrements et puis des morts. Et là, du coup, la municipalité a décidé de se saisir du sujet et donc, du coup, de lancer un appel d'offres pour réhabiliter ces bâtiments. Du coup, nous, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur les ressources en place avec une lourde phase de diagnostic, je vais passer rapidement, où on met en place à nouveau cette idée de réemploi des matériaux. On a là l'exemple d'un plan où on va venir en fait répertorier en orange tout ce qu'il y avait déjà sur le site et ce qu'on va venir reposer en place avec un système d'étiquettes, de fiches ressources, ce qu'on appelle, et de remise en œuvre dans le projet de ces matériaux-là. Là, à nouveau, la commune nous met à disposition une ancienne cave vinicole qui nous permet d'avoir un lieu de stockage pour faciliter la dépose et la repose par les artisans de ces matériaux-là. L'idée du coup de cette rénovation-là, qui se fait donc aussi d'un point de vue énergétique avec une isolation par l'intérieur en paille de riz, un renouvellement des moyens de chauffage par des chaudières à granulés bois, enfin, tout un travail aussi sur l'idée de faire baisser finalement les charges pour les locataires, sans perdre de vue en fait l'idée première de la commune qui est de faire répliquer l'opération au septémois. Du coup, on a travaillé à l'ouverture d'une maison de la réhabilitation et de la rénovation en venant exposer finalement le travail qu'on avait fait en diagnostic. C'est une salle du coup communale qui est accessible à tous et où on a des institutions comme le CAUE, l'ADIL, l'ALEC, donc qui aident les propriétaires privés à la rénovation de leur logement, qui viennent tenir leur permanence et qui ont aussi cette exposition-là comme support pour illustrer finalement leurs propos. On a aussi tout un travail d'atelier avec les scolaires, parce que pour nous, les leviers enfants, transmission aux parents est important. On a également réalisé en fait un prototype, parce qu'on se heurte aussi là à la compétence des entreprises finalement. Enfin, nous, on a beau penser des beaux projets en réemploi et tout ça, souvent c'est dur de trouver le menuisier qui a le savoir-faire et tout ça. Donc on s'est dit finalement comment tester la chose. Donc en phase étude, on a pris nous en sous-traitance en fait des constructeurs et on est venu les accompagner à la réalisation donc de ce type d'ensemble menuisier à partir des vitrages en simple vitrage qu'on avait sur les projets. Et du coup, en réalisant une notice qui explique et qui lève les freins finalement au réemploi pour les entreprises qui vont répondre à l'appel d'offres de ces 7 projets. Elles peuvent aussi venir visiter cet objet-là, nous poser des questions avant de répondre. Voilà, donc pour le projet de Septem. Et maintenant, on va rentrer un peu plus dans
dans une échelle différente, on va dire, avec le programme de recherche FAIR, dont on a été lauréat cette année. Donc c'est une recherche qu'on mène avec le bureau d'études environnementales Franck Boutet, Amaco et du coup Cycleterre, autour de comment finalement l'ornement peut-il amplifier les qualités du matériau. Aujourd'hui, on voit que la Terre se développe et qu'on a aussi, en parallèle de ça, finalement, une esthétique un peu de la ruine, du dénuement. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est finalement comment réintroduire le motif, l'ornement, en lui donnant des performances. Du coup, on voit là des photos de réalisation de prototypes dans les ateliers d'Amaco, en essayant de réfléchir aux questions de l'inertie, de la fraîcheur, du tactile. Du coup, on a réalisé plusieurs prototypes avec des scénarios comparatifs au BA13, au voile béton, à une cloison en briques de terre crue simple, avec des appareillages plus compliqués. L'idée, c'était vraiment de réfléchir à qu'est-ce qui pouvait finalement amplifier les performances de régulation hygrométrique de la Terre et améliorer le confort intérieur. Donc là, on voit les analyses, donc c'est des premiers résultats, qui montrent que finalement, quand on augmente du coup certains types de motifs qui sont par exemple dans les prototypes qu'on a exposés là, juste dans la nef, dans le cadre de la BAP, on va venir finalement aplatir la courbe, c'est-à-dire limiter les variations de température, par exemple limiter les périodes de surchauffe en été ou de très froid en hiver. Et voilà, il a quelques photos du montage et de l'inauguration qui était vendredi dernier. Voilà, merci. Merci à tous. Je ne sais pas si vous voulez revenir, peut-être vous asseoir, et si éventuellement quelqu'un a déjà des questions à poser par rapport aux présentations qu'on vient de voir. Et aussi peut-être sur Zoom. J'imagine pas ce genre de projet à une échelle aussi grande et que ce soit accepté politiquement. Je ne sais pas si je suis clair, je me perds un peu. Si, mais alors, peut-être j'ai pas été claire, mais en fait, les immeubles, c'est vraiment des typologies comparables à ceux qui se sont effondrés dans la rue d'Aubagne. Ces 7 projets, c'est des immeubles R+1, R+2, R+3, et rue d'Aubagne, on est sur des immeubles R+4. C'est pas du tout des bars, hein, c'est vraiment des immeubles de typologie provençale qui sont R+4 maximum, vraiment au sein du centre-ville de Marseille. C'est pas des grandes... ouais. Donc, oui, pour moi, c'est vraiment des échelles comparables. Et ensuite, je pense que c'est en travaillant justement sur ce système d'acupuncture et de agir petit à petit sur quelques immeubles qui vont devenir, on va dire, plus ou moins exemplaires, qu'on peut engager une transformation de ces centres-villes-là, quoi. Et après... Et ça n'a pas été compliqué pour vous, en fait ? Il faut souligner là qu'en fait, on a répondu, nous, à un appel d'offres qui était déjà très bien formulé, en fait, par une équipe d'AMO qui avait accompagné la commune à formuler la demande. Et du coup, la demande, le postulat, c'était la réhabilitation de ces 7 immeubles-là. Donc du coup, pour nous, c'était super simple. Et ensuite, donc, c'est une commune de bord politique communiste, avec toute une volonté aussi écologique. Donc il y a une vraie volonté politique. Ils sont accompagnés par des bureaux d'études qui sont aussi vraiment convaincus de ce type de politique-là. Nous, on est arrivés, c'était facile. Ensuite, on nous pose souvent la question, la démolition finalement coûterait moins cher, construire du neuf, ça coûterait moins cher. Là, sur ces logements, on est autour de 1700, un peu plus de 1700 € hors taxe du mètre carré, pour des logements qui sont... on a de la tomate au sol, des cheminées dans les appartements, des énormes hauteurs sous plafond, ils sont tous traversants, il y a un extérieur à chaque fois. Si on devait reconstruire du neuf pour un coût qui serait plutôt autour de 2000-2200 €, on n'aurait pas du tout cette qualité-là. Et aussi un autre point, c'est que la ville, elle touche beaucoup, une énorme part de ce projet-là est subventionnée par l'État, l'ADEME, la région, puisque c'est de la réhabilitation exemplaire qui fait baisser les charges des locataires, qui répond à des critères environnementaux. Donc du coup, la question, oui, c'est déjà que la commande était bien posée, quoi. Okay. Après,
d'un point de vue écologique, c'est aussi mieux de faire avec ce qu'il y a déjà là, au lieu de tout démolir et tout reconstruire, parce qu'il y a quand même une matière qu'il faut dégager, quoi faire avec, une autre à ramener. Donc il y a pas mal de processus aussi, quand on a des immeubles qu'on peut restaurer, qui sont encore dans un état où on peut le faire, pourquoi pas le faire? Et même dans les cantons de Marseille, si l'État avait pu acheter les immeubles, il aurait pu les rénover. Le problème, c'est que c'était des propriétaires privés ou des copropriétés où personne n'avait l'argent pour investir, personne voulait investir, personne pouvait investir aussi. C'est compliqué quand des copropriétés comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec? On exproprie, on les force, mais si on les force, voilà, ils n'ont pas autant l'argent forcément pour les faire. Donc c'est pas si évident. Donc c'est plus complexe, sauf si la ville préempte et dit là c'est dangereux, il faut que nous on va acheter ces immeubles, on va les rénover, on va indemniser les copropriétaires, on va les loger ailleurs. À ce moment-là, il faut une main forte de l'État ou de la ville qui mène ces programmes pour la sécurité des gens. Mais ça n'a pas été fait. Et c'est ça le scandale à Marseille, en fait. C'est pas le fait que Après, il y avait aussi des propriétaires généraux qui avaient tout l'immeuble, mais qui l'avaient loué et qui ne voulaient rien investir parce que ils avaient envie de gagner de l'argent et surtout pas envie d'investir. Et ça faisait très longtemps qu'ils ont laissé pourrir un peu exprès ces immeubles. C'était ça aussi le scandale. C'est la problématique des marchands de sommeil qui avaient en fait et qui n'habitent pas dans les logements et qui du coup les laissent se dégrader et touchent juste les loyers de leurs locataires sans faire aucun travaux. Et du coup... Et souvent les loyers même horriblement chers, par tête en plus. Donc ils bourrent le logement avec 10 personnes et chacun paye quand même une somme fou par nuit, donc comme à Paris aussi. Enfin, pour ce que c'est en tout cas. Donc on crée de l'insalubrité pour des raisons spéculatives d'enrichissement personnel. Donc le scandale, c'était ça. Parce que ça, au bout d'un moment, ça a éclaté. Quand les immeubles se sont effondrés, c'est venu à la surface de choses qui ont été tolérées depuis très longtemps. Et on ferme un peu les yeux. Mais du coup aussi l'idée là, c'est vraiment de donner à voir comment un immeuble qui existe déjà peut être, comment on peut valoriser l'existant finalement plutôt que de montrer juste aux copropriétaires privés le neuf c'est mieux, vous pourrez le vendre plus cher, il y aura plus de surface quoi. Et du coup peut-être qu'en médiatisant et en essayant petit à petit de mettre ce type de démarche là. Pas dans les consciences, peut-être que petit à petit ça peut changer quoi, mais c'est sûr que c'est long, c'est un processus un processus éducatif, tu veux dire? Oui. Et même d'ailleurs juridique, architectural, pour saisir une copro, il faut des années, lancer des travaux, c'est pareil. Oui, ou même aussi trouver un programme de financement pour aider aux copropriétaires qui n'ont pas l'argent pour investir. Oui. Parce que souvent les gens ils sont là propriétaires, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de revenus et puis tombent un ravalement mais ils ne savent pas comment faire, donc on laisse un peu pourrir la situation jusqu'à que ça s'écroule. Au bout d'un moment à Paris quand même il y a aussi cette règle de rénovation que la ville de Paris impose dans certains quartiers. Après, les copropriétaires sont obligés de vendre s'ils ne peuvent pas rénover. Oui. À Marseille, il y a ça aussi. Ah pardon Charlotte, je t'ai coupé. Non, mais pour comparer un peu les stratégies peut-être des deux municipalités qui sont dans des communes en fait d'à peu près la même taille, je crois peut-être que Septem est un peu plus grand et puis c'est directement en périphérie de Marseille, mais ce qu'on voyait à Carcar, c'est que c'est la municipalité qui vous a demandé à vous et à un collectif de sociologues de faire un diagnostic urbain dans l'optique d'analyser, donc je crois que vous êtes allé avec une architecte qui collabore, analyser chaque maison, donc c'est-à-dire rentrer dans chaque maison, prendre des photos, je pense un peu ce que vous avez fait vous, Charlotte, avec l'atelier Aino, mais là c'était vraiment de rentrer dans vraiment tout le village, donc je ne sais pas combien de maisons c'était, mais ça a duré 2 semaines, je crois, et vraiment de prendre des photos, de voir la situation de chaque famille, et ensuite de faire une dérive urbaine,
et ensuite de déboucher peut-être sur un catalogue justement de solutions comme vous proposez, Charlotte. Mais du coup, c'est peut-être une question pour Yoar. Est-ce que ça va déboucher sur quelque chose d'aussi poussé, clé en main, comme ce qu'on a vu avec l'exemple de l'atelier Aino, ou ce serait quoi en fait le résultat, ou en fait c'est assez ouvert encore? Oui, et quel est le rôle de l'État là-dedans Voilà, aussi? c'est ça. C'est un peu En fait, une vraie question. on ne sait pas. De la- C'est ça ce que la municipalité de Carcar veut. Parce qu'ils veulent que le gouvernement de Navarre investisse de l'argent pour pouvoir faire tout ce que Charlotte a dit pour Carcar aussi. Mais on ne sait pas encore ce qui va arriver. Mais quelque chose comme ça, si. Oui, ça sera l'idéal. Mais toujours, il faut avoir je pense, des investisseurs publics, parce que sinon, les privés, ils font ça, et ils veulent pas dépenser de l'argent pour une maison. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent de les vendre 2 000 ou 3 000 euros et s'oublient de tout. Il n'y a aucune politique étatique ou de la région pour empêcher ça, ou qui font un programme de réinvestissement aidé ou... Oui, il y a, mais le problème c'était qu'ils ne savaient pas quelle était la réalité de Carcar. Vous voyez, oui, les politiques, la mairie de Carcar disait, bon, nos maisons, elles sont très très mal et dans très mauvais état, mais par la part du gouvernement avait besoin de quelque chose plus, je sais pas comment dire, Plus tangible. ouais, plus tangible, comme les projets. C'est pour ça qu'on est en train de faire les diagnostics, vrais diagnostics de comme sont toutes les maisons du centre historique. Mais c'est qui vous a donné la commande? C'était La mairie de Carcar. Mais après, elle n'aide pas avec les investissements. Enfin, La mairie de Carcar n'a pas l'argent pour. La région, oui, mais la région demande de quelque chose de plus tangible pour pouvoir donner de l'argent. Donc là, c'est possible que vous ayez l'argent après avoir fait ce diagnostic. Ouais. Donc, là, oui. Donc en fait, les diagnostics, elle a été commandée après la construction de la première maison, enfin après la réhabilitation de la première maison, c'est ça? Non, il n'y a pas encore. Non, il n'y a pas de ça, réhabilitation. c'était un autre projet avant, ailleurs, c'est ça? Oui, ça c'était ailleurs. Ouais. Mhm. Parce que si quelqu'un achète une maison pour 3 000 euros et s'il a peu d'argent, évidemment, après, il n'a plus du tout d'argent pour en faire quoi que ce soit. C'est déjà énorme, 3 000 euros. Donc, parce que pour les propriétaires, les vrais propriétaires, c'est moins cher. Et oui, c'est moins cher vendre la maison et les bâtiments complets pour 3 000 euros que les vendre ou les réhabiliter ou faire quelque chose avec lui. Mais il n'y a pas de programme européen. Pardon? Il n'y a pas de programme européen qui aide un peu à cette ruralité complètement appauvrie. Est-ce que c'est quelque chose de tangible ou pas? Il y a, je sais qu'il y a des aides européennes, mais c'est très difficile. Et on parle d'un village de 1000 habitants, que la mairie, ce sont des personnes qui ne sont pas... C'est difficile d'accéder et de voir, je ne sais pas comment dire, comment voir más allá. De voir plus loin que la réalité de leur... Ouais, d'avoir les moyens de faire ces démarches. Ouais. Ça c'est Donc, en compliqué. fait, il faut un accompagnement. Ouais, c'est ça. Non, moi j'avais une question. Là, pour un peu aussi pour rentrer aussi en démarche collective, parce qu'ici on est dans une sorte de réhabilitation, on dit classique, dans le sens où on a un investisseur privé ou un financement d'État. Moi je me demandais si vous avez aussi la chance, l'opportunité de travailler avec fonds de réappropriation collective et aussi fonds de squatting, aussi dans cette village un peu plus abandonné, parce qu'on avait parlé ce matin avec Salomé
des réalités où des personnes sont allées réoccuper de manière aussi informelle tout d'abord certains villages et après ils ont établi des formes plus d'habitat plus formalisées. Donc moi je me demandais si dans votre expérience, de votre travail dans différentes régions, vous allez aussi aborder cette dimension un peu plus collective. Et moi, je connais des villages comme ça, mais normalement, ils n'ont pas besoin des architectes. Et ils font leur maison et voilà. Parce que moi, quand j'étais dans ce séjour que j'ai fait dans cette communauté, ils ont besoin des architectes. Parce qu'ils Ouais. ont besoin parce qu'ils arrivent toujours à maîtriser l'espace comme on fait nous. Et des fois, moi j'étais inondé des questions sur comment on fait pour améliorer notre espace de vie. Oui. Donc ça, c'était une expérience. Ouais, mais à la fin, ce sont des, bon, à Navarre, ce sont des communautés très, très petites. Et je crois que si tu demandes, tu veux travailler avec un architecte, et il te dirait bien sûr, mais ce n'est pas si accessible pour pouvoir travailler. Ce n'est pas comme dire, on travaille dans ces quartiers-là par la communauté, et avec peut-être comme l'école que j'ai raconté aussi, que là c'était un travail communautaire. Mais ouais, c'est dans les villages occupés, c'est plus difficile d'accéder et de voir tout ça, parce qu'en fait, sont des villages qui se sont occupés, mais il ne reste pas d'être en communauté privée, disons. Je sais pas que... Ouais, tu peux pas y aller ah oui, ça c'est pour tous, et on va rester là. Non. C'est un lieu, c'est une commune, mais c'est une commune privée aussi. C'est pas comment, c'est pas si juste. Fermé, dans les sens. Ouais, fermé. Ouais. Pas clôturé, mais difficile d'accès. Ouais, tu peux pas y aller et dire je vais habiter là. Non. Il y a la question du modèle économique de ce type de lieu-là. C'est que souvent, nous, pour travailler, on demande des honoraires en échange. Et du coup, c'est vrai que peut-être dans ce type de communauté, c'est beaucoup de temps, d'investissement. Et qu'aujourd'hui, en tout cas, en tant que jeune structure, nous, on n'aurait pas la possibilité d'y aller comme ça et de prendre le temps d'approcher les gens et limite d'habiter avec eux pour pouvoir être légitime et du coup construire avec eux la chose. C'est chronophage, je pense, et même si c'est passionnant. Oui, je veux dire en español, ¿vale? Que creo, bueno, luego lo traduces. O sea, creo que, como ha dicho Charlotte, que es súper importante también cuidarnos, como estamos hablando de los cuidados, les soins, c'est important de nous soigner, de prendre soin, notre travail aussi. Donc, pour nous, no lo hacemos, o sea, no nos acabamos cuidando nuestro trabajo y muchas veces pecamos de trabajar, pero es que también tenemos que vivir. Y entonces es ahí donde está esa cuestión de, bueno, podemos intentar trabajar para luego poder vivir y poder aportar algo a la comunidad, pero siempre ese trabajo se tiene que poder traducir o en dinero que te dan por ese trabajo, aunque sea poco, o algo. Pero el cuidar ese trabajo también me parece que es importante y que tenemos que siempre tenerlo en mente, ¿no? Que para poder contribuir a la comunidad tenemos que cuidar también ese trabajo que hacemos. Entonces, muchas veces en una comunidad, una comuna, digamos, ellos sí que se cuidan entre ellos porque luego tienen que comer, tienen tal. Evidentemente, si tú les dices, ¿quieres una arquitecta? Claro que te van a decir que sí, pero vamos a cuidar también nuestro trabajo, entonces ellos ya sí que no te van a decir, pues si quieres, no tienen nada que darte porque su vida ya es circular, ¿no? O sea, ellos se cuidan entre ellos y entonces ellos comen de lo que van cultivando y demás. Entonces, claro, no tienen nada que ofrecerte, me parece, a ese cuidado de tu propio trabajo. Entonces es más complicado, al ser una comunidad ya cerrada que ya funciona en un círculo,
digamos. Oui, donc du coup, pour traduire très rapidement, ça rejoint un peu ce que disait Charlotte aussi, qu'il y a besoin d'une forme de modèle, donc soit économique, ou comme enfin, là ce que explique Yoar, c'est que dans ce genre de communauté, on a un fonctionnement cyclique, c'est-à-dire que pour un service rendu ou pour un fonctionnement, on va tout de suite s'y retrouver parce que tout fonctionne en fait en circuit commun, en circuit entre eux. Et donc, il est très important pour notre travail architecte aussi qu'on prenne soin de notre travail et d'une forme de rémunération, même si elle n'est pas économique, mais qu'on trouve une forme de rétribution en tout cas dans notre travail. Et donc, on ne peut pas commencer dans un modèle de vie, dans une participation à un système communautaire à nous brader en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, pour la protection de notre profession aussi. Exactement, Et pour la dans notre- protection de notre profession et surtout dans un cadre de vie comme celui-ci. Quoi. Quand on parle d'une communauté où on est censé prendre soin les uns des autres. Je ne sais pas si c'était bien résumé. Et il y avait une question ici. Oui. Je vais peut-être te passer le micro pour qu'on entende aussi dans la vidéo éventuellement les personnes sur Zoom. Voilà. Ah oui, ou sinon je répète. Oui, ou Charlotte donne. On peut se passer le micro ici. Du coup, ma question, c'était de savoir, on a parlé du pavillonnaire comme une typologie qui était apparue avec la propriété privée, qui aujourd'hui était le cas. Et du coup, qu'est-ce que ça serait la typologie, ou est-ce que la typologie de la rurapolis, entre guillemets, est-ce qu'elle est nécessairement de l'ordre de la réhabilitation, ou est-ce qu'on peut voir dessiner, entre guillemets, une nouvelle forme de typologie d'habitat avec le réinvestissement des campagnes et des milieux ruraux, même que ce soit de création en termes de réhabilitation, ou alors juste de nouvelles structures qui sont créées. Ah, ça, je pense que c'était plus une question pour moi, du coup. Bah oui, je pense qu'effectivement, penser à un mode de vie, un mode de fonctionnement territorial, comme on l'a vu avec la Rurapolis, mais aussi comme avec les autres projets de réhabilitation, ou alors cette narration autour du Commons, comme l'a montré Luciano dans son projet, je pense que oui, effectivement, ça nécessite de penser à de nouvelles formes d'habiter. Et là, ça va au-delà de penser autour de la réhabilitation, qui, je pense, est déjà le premier point d'ancrage, le premier point de départ. En tout cas, c'est comme ça que je le démonte dans la Rurapolis. Et au-delà de ça, s'il s'agit d'un problème, d'une forme de pensée autour du territoire, de penser aussi la programmatique. Et donc, c'est là que je pense que la réflexion, donc, qui est théorique autour du Commons, peut être intéressante, pour justement s'éloigner de cette forme d'habitat pavillonnaire. À partir du moment où on va répartir le territoire autrement, nécessairement on s'éloigne du coup du type d'habitat pavillonnaire et du privé. Non, mais la question Donc plus que ça, oui. La question était plutôt, est-ce que c'est nécessairement sur la réhabilitation de structures déjà existantes, ou est-ce qu'on peut aussi envisager de construire de nouvelles constructions dans cette ruralité, c'est ça? Voilà, exactement. Bah, tout à fait. Moi, je pense que la réhabilitation, en fait, ce serait comme un espèce de plug-in. Enfin, on commence par la réhabilitation parce que je pense qu'elle est nécessaire de toute façon. Et on ne peut pas, comme le montrait Charlotte aussi, laisser se vider des centres, ou comme le montrait Yoar aussi, laisser se vider des centres-villes et dire, bon, on va construire quelque chose de nouveau ailleurs. Je pense que ça passe de toute façon par la réhabilitation, mais après, on peut avoir une forme de plug-in, et c'est là qu'on doit commencer à réfléchir. Donc, c'était une très belle manière de terminer, je pense, les présentations, de commencer à réfléchir à des nouvelles matérialités, pour se dire que si on va construire quelque chose de nouveau, ça va se faire avec des matériaux qui soient adaptés au territoire, c'est-à-dire qui respectent aussi les milieux et le naturel. Donc là, toute l'analyse que fait l'atelier Aino autour de la terre crue, par exemple, est très, très intéressante. Et Luciano, si tu veux compléter. Non, je pense que ça dépend dans les projets qu'il est envisionné dans ce territoire de la Rurapolis. Je pense que ça, c'est aussi partie de la recherche. Et aussi dans la typologie des liens, des relations que cette nouvelle oui, ou communauté existante, il décide de mettre en place dans ce territoire. Parce que, en fait, je pense que ce n'est pas évident si dans cet ancien village, c'est plutôt un projet de resettling, de repeuplement, ou plutôt c'était un projet d'usage des communautés déjà existantes, un usage aussi temporaire dans les temps, fait pour événements, pour faire des temps plus ou moins longs. Et je ne sais pas, dans les expériences que j'ai vues, en fait, il y a plusieurs formes d'habiter, et d'habiter singulier, de personnes qui aiment habiter dans des cabanes.
isolés dans les autres, mais ils partagent aussi des espaces collectifs qui sont l'espace décisionnel ou l'espace de repas. Il y avait aussi des bâtiments collectifs à Longomai. Dans toutes les communautés, ils ont réaménagé des bâtiments existants, c'était dans anciens bâtiments agricoles. Ou aussi, il allait construire de nouveau. Il y avait à Longomai des constructions faites à paille, terre crue. Mais je ne sais pas, à Longomai, c'était aussi, c'était toujours dans un cadre administratif, toutes les choses qui vont être construites, ils ont besoin aussi d'un architecte et d'un maître d'ouvrage, parce qu'évidemment, ils ont besoin de permis à construire. Donc, ma demande, c'était plutôt si vous avez l'opportunité de travailler avec cette communauté, plutôt si cette communauté, ils n'ont pas, dans ce cas, la capacité économique de prendre un architecte. Parce que dans les cas que moi j'ai vus, il y avait aussi des travaux normaux, faits peut-être pour des communautés plus stables, qui décidaient d'investir dans aussi des formes des bâtis écosostenibles. Donc, quand j'étais là, il y avait aussi un bâtiment en train d'être construit, avec de la paille aussi. C'était très intéressant. Donc, je pense que ça dépend plutôt dans la typologie des communautés qu'ils décident. C'est un peu ça aussi la question du commun, que la communauté, c'est un des éléments pour tous de cette relation, cette lien. Donc, on peut on peut imaginer, on peut projeter une idée à travers des expériences, mais après, c'était la communauté eux-mêmes qui décide quels sont les formes d'habiter qu'ils vont mettre en place. Oui, c'est vrai que c'est dur de dire on va appliquer un seul modèle sur tout un territoire. En fait, je pense que c'est très éclectique et ça s'articule de manière totalement différente et très contrastée en tout cas. Et là, c'est peut-être aussi intéressant de voir, par exemple, peut-être que d'expliquer aussi un peu comment, dans le cas du premier projet que tu as montré, donc de Zorokain, donc ce village qui était abandonné à partir des années 60, enfin ça a doucement commencé à être abandonné pour arriver au nombre de 6 habitants dans les années 90, ensuite être complètement abandonné puis mis en vente, et comment ces 11 familles ont ensuite racheté tout le village. Et pourquoi, en fait, elles ont décidé de faire appel à vous. Donc, si elles ont dit on a besoin d'un architecte, donc déjà, pourquoi elles se sont dit on va faire appel à un architecte alors que, si je me souviens bien, il y a un charpentier qui est là, il y a plusieurs... Enfin, il y a encore, en tout cas, des spécialistes du domaine de la construction et comment ils se sont tournés vers vous et pourquoi ils vous ont demandé de faire les 5 maisons que vous êtes en train de planifier. Tu peux faire en espagnol aussi, si tu veux. Bon, ils savaient... à Navarre, il y a plusieurs, on a parlé qu'il y a plusieurs villages qui sont réoccupés et qui sont repeuplés. Et là, avec Zorokain, ils connaissaient déjà des autres modèles, non? Et donc, ils avaient quelque chose de très clair. Et une des choses, c'était qu'ils n'allaient pas, qu'ils allaient cadrer, je ne sais pas comment dire, que no se iban a salir del marco legal. Ah, qui ne voulaient pas sortir du cadre légal. D'accord. Donc, ils allaient faire tout. Ils savaient qu'ils allaient être un chemin très, très long. Mais petit à petit, ils voulaient faire un village avec tous les pas administratifs et légaux qu'il allait faire. Et pourquoi? Parce qu'ils voulaient comme ça. Je sais pas. Non, et comme ça, oui, et quand ils ont acheté tous les villages entre tous, la première chose qu'ils ont fait, c'est de diviser et chacun a pris son propre ruine pour les rénover, pour les réhabiliter ou pour les fondre complètement et après réutiliser toutes les pierres qu'il avait. Mais ça, ils avaient très, très, très clair parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de communes à la Navarre et ils savaient qu'ils ne voulaient pas quelque chose comme ça. Ils avaient les modèles clairs. Ils voulaient un village avec quelques endroits communautaires comme l'église et tout l'espace public, mais chaque maison, c'était de chacun pour... ils allaient s'entraider. Ça c'est sûr, mais avec la propriété est très claire. Chacun a son maison, sa ruine,
et, voilà. Oui, ah non. Et il savait déjà qu'il voulait des projets architecturaux pour présenter à l'ayuntamiento, à la mairie, et pour faire tous les trucs administratifs qu'il faut faire pour pouvoir réaliser les ouvrages et aussi pour pouvoir construire. Et pour avoir une expertise en bioconstruction. Oui, pour pouvoir les construire et pour savoir comment les construire. Parce qu'en fait, oui, il y a un charpentier, mais les autres, aucune idée de construction. Donc, ils ont pris 3 ans de leur vie à construire sa maison, mais ils ne savent pas, bon, maintenant oui, mais au début, ils ne savaient pas comme il faut construire une maison. Ça en espagnol. Que con el tema de que vous avez demandé de la reconstruction et tout ça, je crois que aussi c'est important, c'est pas seulement la reconstruction, mais la réutilisation. Oui, le réemploi. Le réemploi, ouais, ça c'est indispensable, je trouve. C'est pas parce qu'à Zoroquén aussi, ils sont en train de réutiliser tous les pierres des les maisons qui sont, parce qu'il y avait maisons qui étaient déjà par sol. Et ils sont en train d'utiliser toutes les pierres et les bois aussi, tout pour faire toutes les structures en bois et tout. Et aussi las tejas, La charpente. non, las tejas, Les tuiles. les tuiles, ouais. Luciano? Non, c'est bon. Ah, il y a encore une question. Non, mon autre question, c'était dans le cadre où on arrivait à une espèce d'entre-deux où on ne voulait pas rester sur l'échelle du village, du fait de la démographie, de la démographie qui augmentait. Et par contre, on ne voulait pas non plus rester sur l'optique d'une métropole. Est-ce qu'on arrivait à voir dessiner ou est-ce qu'on avait commencé à théoriser un espace d'entre-deux entre le village et, on va dire, la métropole, ou entre guillemets, une sorte de ville, mais qui a ses propres particularités, entre guillemets, plus en accord avec l'écologie et qui commence à, en fait, tout simplement, cette réhabilitation-là de village, etc., du fait, si jamais elle augmente en échelle, est-ce qu'on arrive un petit peu à contrôler ou à théoriser, ou est-ce qu'on voit apparaître ce genre de schéma-là, et est-ce que ça existe, quoi, enfin, tout simplement. Je ne sais pas du tout si on a compris. Si, c'est compréhensible. Enfin, c'est juste qu'on voit là, qu'est-ce qui se passe s'il y a une échelle qui est plus grosse, et est-ce que ça arrive, est-ce qu'on voit, est-ce que ça apparaît, quoi, ou pas encore. Une échelle encore un entre-deux, c'est ça? Je pense que la question c'est dans l'augmentation de la complexité, parce qu'on a regardé des modèles simples, dans le moment où ce modèle il change d'échelle, est-ce qu'il y a un changement, est-ce qu'il y a une dimension entre ce modèle et la et la ville? De la périphérie, oui. La périphérie. Je pense que c'était ça la question. Est-ce qu'il y a un maximum aussi, entre guillemets, est-ce que c'est un modèle qui ne peut pas s'appliquer à une certaine échelle aussi? Oui, je pense que c'est ce qu'on voyait dans une certaine mesure dans la présentation de Luciano, non? On voyait une forme de modèle qui soit porteuse d'une forme d'habiter le territoire, mais à une échelle un peu plus vaste que celle, par exemple, du village ou de la commune, comme on a vu dans les autres présentations. Et là, on voit que c'est en fait le fait de repenser un modèle économique et de propriété qui permettent d'avoir encore un autre modèle qui ne soit pas celui donc, de la périphérie ou celui du petit village ultra communautaire, du coup, où on choisit après sa forme de communauté et comment on fonctionne en intraci. Mais en tout cas, on n'est ni dans la périphérie qui s'étend à l'échelle du quartier, qui est décidée par en fait, des décideurs politiques donc, ou des investisseurs privés, mais en tout cas qui vient un peu d'en haut, ou le modèle qui vient, on va dire, plus d'en bas, enfin en tout cas à très petite échelle. Et là, je pense que le mode de pensée est particulièrement intéressant avec cette idée du commons, c'est-à-dire qu'on peut repartir
dans un entre-deux, où du coup on repense à une échelle plus territoriale, et c'est ce qu'on voyait dans ton ébauche de projet quand on passe, quand on commence à faire le lien entre la théorie et le projet, on voit qu'on a une autre forme d'occupation des territoires. Voilà. Parce que je pense que ça, c'était aussi la partie de ta recherche, non? Oui. Quand on parle d'idées rurapolis dans la question de la police, qu'est-ce que c'est cette nouvelle forme? Donc, c'était un modèle, c'était pas les modèles anciens qui s'étaient structurés sur la division nette entre ville et non-ville. C'est pas peut-être un modèle plutôt du Moyen-Âge, que c'était en ruralisation, donc fait pour petits villages, c'était un peu diffusé, très dense, parce qu'il ne faut pas imaginer aussi dans un exemple, dans sa néolithique, des villages isolés dans les milieux de rien. C'était des villages très denses, un côté les autres. Mais c'était un modèle plutôt que c'était reproduit lui-même. C'est une sorte de colonisation et reproduction cellulaire d'un cellule qui se reproduit infinitement de la même manière, mais sous cette échelle, sous cette dimension d'équilibre. Donc, ce n'était pas seulement l'habitat, c'était l'habitat avec son territoire. Donc, c'est ça la question. Ça, c'était un modèle. Après, je ne sais pas si on est toujours dans l'idée d'imaginer des modèles, parce qu'ils sont aussi si on peut juste tracer un peu les limites d'un possible modèle d'occupation sur l'échelle plus large. Je ne sais pas si aussi c'est en question de théoriser un modèle pour appliquer sur les territoires. Moi, je n'ai pas une réponse sur ça. Moi, je le vois plutôt comme une sorte d'un système qui est sovrapposé, soit un système existant qu'il fait pour des villes d'urbanisation, d'espaces naturels. Donc, cet élément des communes, ils sont comme un espace, une sorte d'interconnecté qu'il sovrapposé à un espace existant. Donc, il va créer une sorte un niveau de lecture autre, mais qu'en même temps, il travaille avec ce système. Ce sont plusieurs systèmes qui sont sovrapposés. Donc, un système urbanisation, un système ville, et aussi un système fait pour des coopératives, pour un réseau de coopératives. Après, je ne sais pas pour c'est un peu, oui, c'est la posture d'injecter dans un territoire existant d'une manière d'acupuncture, mais organisationnelle quand même. Comment, à partir de petites interventions, mais qui ont quand même une puissance à cause de leur pensée en réseau, à cause de leur pensée comme un système organisationnel qui peut se plaguer dessus quelque part, comment à partir de là on peut décrire ou repenser une réanimation de tout un territoire. Donc en fait c'est l'extrapolation d'une petite échelle à une grande échelle à cause d'un fonctionnement en réseau et d'entraide entre les différentes structures qui sont plaguées dedans mais qui commencent à fonctionner ensemble et à renforcer un peu cette condition de la ruralité. C'est un peu comme les universitaires agraires qu'on a visités à Rome sont interconnectés un peu entre elles, ce qui leur donne aussi leur raison d'être, leur puissance d'exister en réseau, de s'entraider un peu, de parler entre eux. Sauf oui, ils ont relativement peu de moyens et d'outils d'opération parce que c'est pour l'instant une forme juridique de possession du territoire, mais c'est pas ce qui leur manque un peu, c'est cette plugin de plus outre du statut juridique. C'est ce que Luciano essaie de faire avec son projet de thèse, d'offrir un peu à travers des systèmes coopératifs possibles, ou Salomé avec la mise en réseau de ces villages où encore faut-il chercher les vecteurs d'action possibles, l'animation culturelle, mais il y aura certainement aussi d'autres choses qui vont se greffer dessus avec les villages autour qui ont un certain fonctionnement. Comment on peut renforcer ça pour donner pour aider l'existence et la sobrevivre, comment on dit, de survivre, quoi. La survivance. Survivance. Oui. Hein? Survivance. La survivance à ce territoire qui est quand même menacé par un abandon total. Donc la question génératrice de ce territoire est celle-ci, et donc la réponse doit aussi être presque à l'échelle de cette
de cet enjeu. Ça veut dire une réponse à grande échelle pour un problème à grande échelle. Mais tout étant basé, situé comment dire, génératrice en termes des réseaux interconnectés en même temps, parce que si on n'est que dans les locales, c'est difficile. Enfin, il y a des opérations comme ça, très ponctuelles, mais si on arrive à donner une forme à ça, une reconnaissance, une interconnexion, on arrive peut-être à agir à une plus grande échelle et avoir même des financements pour ça. Parce que du coup, du moment où on est dans un réseau, on peut demander de l'argent pour un réseau. Si on a un tout petit truc, voilà, rien que faire une demande à la communauté européenne, ça dépasse, même nous, universitaires, ça nous dépasse presque. Il y a des entreprises qui font que ça. C'est assez long, enfin, c'est complexe. Enfin, il faut vraiment travailler pendant une année, je crois, pour arriver à faire une demande de sous à l'Europe. Mais ça, c'est peut-être un des aspects, je pense, qui peut être une solution pour voir comment on pourrait réfléchir à des nouveaux modes d'habitat. Donc déjà, premièrement, c'est ce travail du territoire. Donc comme on voit, comme il est ébauché avec la Rurapolis et comme on voit aussi, comme il s'implante sur le territoire franco-belge avec ton projet, Luciano. Donc c'est vraiment cette idée de penser sur un territoire précis, comment est-ce que je vois que peut se dessiner ce maillage dont parle Suzanne, donc un réseau, et comment je vois que peut se connecter quelque chose qui peut générer une forme d'habitat. Le deuxième élément, je pense, c'est le fait de travailler donc vraiment sur l'analyse précise du terrain et donc par le diagnostic, comme on a pu voir avec l'atelier Aino, avec Charlotte à Septem-les-Vallons, vraiment de travailler, ou à Zorokain aussi, de travailler non seulement avec l'habitant, mais aussi dans le diagnostic qui puisse donner des possibilités et générer une espèce de pluridisciplinarité aussi avec les gens qui vont tout simplement travailler à réhabiliter ou à réemployer ou à générer de nouveaux matériaux. Et le troisième aspect, c'est, je pense, le changement de focale aussi. Donc de ne pas seulement se concentrer sur un espace urbain ou sur des choses qui sont déjà là ou sur des modèles de planification tels qu'on a l'habitude de les faire, donc c'est-à-dire qui partent d'en haut, mais de modifier le regard, donc en passant soit par beaucoup de temps passé sur le terrain ou en changement focal, en passant de l'urbain au rural et en changeant en fait les lunettes et en re-questionnant un peu notre rôle en tant qu'architecte. C'est peut-être la condition même déjà pour comprendre ce qui se passe. Exactement. Oui, bon, peut-être que j'ai commencé par la fin. Oui, voilà, justement. Ça se commence peut-être par là et les deux en même temps. Voilà, c'est ça. En questionnant, je pense. Et donc du coup, ça nécessite aussi de sauter tout le temps toutes ces échelles en fait, et ce qu'on a vu avec tous nos projets, qu'en fait on passe tout le temps donc de ce prototype de fenêtre que l'atelier Aino va fournir aux charpentiers pour travailler, ou les plans ultra détaillés avec lesquels travaille Eureka Carrier Studio pour les fournir aux habitants, à vraiment des projets beaucoup plus larges de territoire où on va montrer ça pourrait se passer comme ça, je le mets en réseau, mais pour pas que ça fasse un réseau qui soit complètement dysfonctionnel, il faut qu'on revienne tout de suite à ces échelles, à l'échelle 1. Donc c'est un peu ça aussi l'idée de la Rurapolis et donc de la Summer School, d'avoir à la fois l'échelle 1 et ensuite le travail de cartographie et de sauter tout le temps d'une échelle à l'autre pour voir si ça fonctionne tout simplement. Il y a quand même un enjeu qui est assez présent aujourd'hui dans cette nécessité, parce que c'est aussi dans la prise de conscience de ça. Non ? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a aujourd'hui une sorte de shift ? Oui, qui est nécessaire aussi. J'ai l'impression que cet aller-retour-là, pour pouvoir mettre en œuvre du réemploi, il est nécessaire, puisque la ressource, on l'a déjà dans ses moindres détails. Et du coup, pour la remettre en œuvre, il faut forcément l'analyser le plus précisément possible. Donc ce circuit-là, il nécessite ce changement d'échelle, quoi. Voilà, et c'est des choses qu'on doit réapprendre en fait à faire, parce qu'on avait l'habitude depuis en fait les débuts de l'industrialisation, notre travail d'architecte, c'était d'avoir nos éléments, de fonctionner en fait, d'aller avec le progrès et de pas vraiment se poser de questions. On a besoin de tel élément, on rêve à tel bâtiment, on le pose et tout fonctionne en fait de manière fluide. Et là, en fait, on doit changer complètement de paradigme. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de Salomé pour avoir organisé tout ça. Merci beaucoup pour les invités, d'avoir accepté d'être là. Oui, merci beaucoup. Merci pour toutes ces conférences super intéressantes et très stimulantes.
Oh, merci pour Voilà. le Et merci, public qui était là d'avoir avec nous. assisté, Bravo oui. aussi. Également à ceux sur Zoom. Merci.